Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie. Alors, si vous me permettez un aparté, il y a un peu moins de 20 ans, et je pense que c'est la dernière fois où je suis venu dans cette salle, je venais tout au fond, parce que vous vous souvenez ce qui se passait ici à cette époque-là, tous les mardis. Hein, c'était le Grand Conseil. Et j'avais un vieux rêve, c'était de faire ça. C'était de venir là. Alors, il n'y a pas de marteau, mais c'était de dire la séance est ouverte. Et en effet, j'admirais ces personnes qui siégeaient là et qui contribuaient à la bonne marche des institutions de ce canton. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce n'est pas pour cela que nous sommes là. Madame la conseillère d'État, Madame la députée, Monsieur le député, Monsieur le président du comité éditorial, Monsieur le directeur des presses polytechniques et universitaires romandes, Mesdames et messieurs, chers amis du savoir, oui, le savoir, suisse ou pas, est-ce que ce savoir, c'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui? Savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, savoir? Vous avez cette notion de quelque chose qui est présent à l'esprit, que l'on peut identifier, une connaissance. Et puis vous avez aussi cette notion d'avoir conscience de quelque chose, de connaître la valeur, de connaître la portée. Alors ce n'est pas moi qui dis tout ça, bien sûr, et vous connaissez aussi tout ça, c'est ce bon vieux Robert. Mais j'aime bien cette rencontre entre un aspect factuel, avéré, et la relativité, la subjectivité de la conscience. Alors, mesdames et messieurs, considérant ces deux très vagues et basiques définitions, on peut considérer qu'il n'y a pas de savoir sans savoir, et inversement, je sais, c'est un peu facile. Et puis tout cela, vous le savez, du verbe savoir, eh bien, mesdames et messieurs, il n'y a pas besoin de trop s'étaler sur cette notion. Et à ce savoir, à ces savoirs, Bertil Galland et quelques autres personnes ont décidé, il y a 20 ans, d'accoler le qualificatif de Suisse. De Suisse pour lancer cette collection que vous connaissez et, encore une fois, qui nous réunit aujourd'hui. 165 titres ont été publiés en 20 ans. Et en 2012, pour les 10 ans de la collection, j'ai retrouvé tout à l'heure un article, il y en avait 88. Donc quasi mathématiquement la moitié, c'est une belle précision, presque horlogère, qui n'a pas échappé à l'époque à mon collègue. Toujours aujourd'hui, on est même dans la même équipe, Nicolas Dufour, qui qualifiait alors savoir suisse de que sais-je roman. Alors je ne sais pas si c'est une définition qui vous plaît ou pas, mais je trouvais que ça claquait pas mal, alors je la replace aujourd'hui. 165 titres donc, 355 000 ouvrages diffusés. Ça fait presque, calcul sommaire, un peu arrondi, un livre pour 6 habitants, je parle de la Suisse romande. Pas mal, non, comme mission de diffusion du savoir. Pas mal aussi de se dire que les gens prennent le temps pour savoir. Le temps. Tiens. Je me permets de tirer ici un tout petit instant, rassurez-vous, ce ne sera pas long, la couverture, vers ce média que j'ai rejoint il y a 4 mois, que j'ai eu le privilège, l'honneur de rejoindre. Ce média, et oui, on ne dit plus journal, quand bien même c'est le journal qu'on vous a amené aujourd'hui. Servez-vous d'ailleurs en sortant, il y en a aussi en haut. Ce journal qui a été, je crois, un partenaire privilégié de Savoir Suisse. Monsieur Lerèche me disait en préparant cette soirée qu'il était coutumier de dire dans les couloirs des presses polytechniques et universitaires romandes que la cible de cette collection, la cible de Savoir Suisse, était justement les lectrices et lecteurs du temps, histoire de définir un petit peu de qui on parle. Nos destins sont donc unis, c'est donc un plaisir. Le temps, mesdames et messieurs, le temps, vous le savez, vit une nouvelle phase de son histoire. Depuis près de 2 ans maintenant, rachetée à Ringier par la Fondation Aventinus, représentant elle-même différents milieux du bout du lac. Le titre est en phase de développement, de consolidation dans son modèle de média numérique payant, tout en existant toujours sur papier. Et ça reste important. Le temps fêtera, mesdames et messieurs, 25 ans l'année prochaine, donc
un rendez-vous à ne pas manquer, on en reparlera. Mais sur le fond, nous cherchons toujours à être le média de référence en Suisse romande, ce petit marché qui rend la tâche ardue, mais d'autant plus passionnante. Mais ça, vous le savez aussi, à Savoir Suisse. Alors, savoir prendre le temps de savoir, mettez les majuscules là où vous voulez, ça marche de toute façon. Et mesdames et messieurs, tout en continuant à soutenir ces projets si proches dans leur quête d'information, eh bien, j'espère que cette union, cette proximité entre le temps et Savoir Suisse pourra se prolonger aussi longtemps que possible. De la part donc de la direction, Zeynep Persamberdo est là ce soir aussi, du temps, de la part de toute l'équipe, je vous souhaite donc longue vie, je souhaite longue vie à Savoir Suisse. Et j'aimerais aussi ce soir saluer ici quelqu'un qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, car il est en train de se remettre de problèmes de santé, et j'ai déjà cité son nom tout à l'heure. Il nous a fait savoir via Monsieur Lerèche qu'il regrette de ne pouvoir être présent. Il nous adresse évidemment ses salutations, sincèrement. Du coup, mesdames et messieurs, j'aimerais que nous aussi, nous saluons par nos applaudissements le fondateur de Savoir Suisse, Monsieur Bertil Galland. S'il vous plaît. Merci beaucoup. On lui transmettra. Et maintenant, pour avancer dans cette soirée, vous n'êtes pas venu pour m'écouter moi, j'ai le plaisir d'abord de passer la parole à Madame la conseillère d'État Nouria Gorité, chef du département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines. Madame la conseillère d'État, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Grégoire. En ce qui me concerne, ce n'était pas tellement un fantasme de me retrouver à ce micro, mais c'est plutôt une odeur de naphtaline, puisque, comme je l'évoquais, j'y ai siégé 5 ans en tant que députée dans cette salle, sous les fresques de Louis Rivier, et puis quelques mois en tant que conseillère d'État, où j'ai eu l'occasion déjà un peu de m'exprimer à cette tribune. C'est donc un plaisir de revenir. Monsieur le chancelier, cher Aurélien, mesdames, messieurs les députés, monsieur le président du comité éditorial, cher Jean-Philippe, mesdames, messieurs les auteurs, les autrices, professeurs, libraires, éditrices et éditeurs, mesdames, messieurs, en vos titres, qualités et fonctions, comme on dit usually, que savons-nous de la Suisse ? Qu'elle n'existe pas, nous aurait répondu l'artiste Ben Vautier, pour en faire la promotion lors de l'exposition universelle de Séville en 1992. C'était il y a 30 ans. Il entendait en fait par là qu'elle n'existe pas en tant que vérité et en tant qu'identité unique ou monolithique. 10 ans plus tard, en 2002, c'est peut-être animé d'une même idée de la Suisse que Bertil Galland, l'un des savants vagabondages dont il a le secret, a voulu fonder la collection qui nous réunit ici ce soir et qui s'est donnée pour ambition de cartographier le savoir suisse en général et la Suisse romande en particulier, volume par volume, de territoire en territoire, d'autrice en auteur, de questions en réponse. Que savons-nous de la Suisse ? Lorsque l'on pose la même question à des universitaires, à des journalistes, à des chercheuses, à des chercheurs, à des écrivains, écrivaines ou même à des politiques, on obtient forcément une réponse un peu différente sur la forme, mais vraisemblablement similaire sur le fond. La Suisse existe, oui, elle réfléchit, elle publie, sous une multitude de formes et de savoirs, matérialisée par autant de plumes et de points de vue. Elle s'exprime et se présente avec une humilité toute vaudoise à ses lectrices et à ses lecteurs. Cette salle bien remplie ce soir, de tête elle aussi bien remplie, en est la preuve, et on se surprend presque à espérer que les planches du Palais de Rumine, en attente de rénovation, n'en viennent pas à ployer sous le poids de toutes ces connaissances réunies en un seul lieu. Mais vous êtes heureusement venus sans emporter avec vous tous vos diplômes et vos publications, quoique presque les mains dans les poches, ce dont nous ne saurions que trop vous remercier.
Dans un format de poche, justement, vulgarisé et accessible, le savoir suisse doit être certainement un projet pionnier en Suisse romande, et il nous éblouit par son caractère encyclopédique, voire kaléidoscopique. De notre histoire proche aux lointaines et aux politiques les plus diverses, en passant par notre patrimoine culturel, naturel, intellectuel, la collection, au fil des ans, à force d'exploration, de mise en lumière, de plumes vaudoises et romandes, a su contribuer à notre compréhension du monde, à nous faire savoir comment l'aborder depuis ce paisible coin terrestre qu'est la Suisse romande. Enfin paisible, plus ou moins, jusqu'aux annonces fédérales ferroviaires d'hier, bien entendu. Car la Romandie, mesdames et messieurs, à travers ses ouvrages, montre bien qu'elle existe en tant que regard à part entière, comme un point de vue, une posture, aussi modeste soit-elle. L'aventure du savoir suisse est à ce titre un beau succès d'édition. Celui de faire vivre une telle collection d'abord dans le réseau académique et médiatique roman, et celui de vendre un nombre impressionnant d'ouvrages sous l'effet d'une marque désormais bien établie dans nos librairies. Celui de savoir se redéfinir aussi au fil des évolutions graphiques de la collection et des défis de l'ère numérique ou de la décision récente de proposer des ouvrages hors collection. Le succès de Savoir Suisse est aussi populaire, fait du lien renouvelé entre science et cité, si important pour le bon fonctionnement de nos démocraties. Quel étudiant de l'université n'aura jamais feuilleté rapidement un de ces volumes pour se préparer à un examen? Quel curieux n'aura jamais, même timidement, envisagé de consulter un de ces ouvrages pour approfondir une nouvelle marotte rapidement? Pour nombre de chercheurs et de chercheuses, ici, présents ce soir, publier au savoir suisse est aussi une forme de consécration, et on les comprend. Accompagné par un réseau d'experts diversifiés et affûtés, il dispose là d'un produit d'appel pour se faire connaître avec autant de concision que de qualité. Si tant est que l'on puisse vraiment qualifier le livre de simple produit à l'heure où celui-ci est confronté brutalement aux défis de l'ère numérique. Des sociétés mégalithiques à l'éthique des machines, de Jean Piaget à mourir du professeur Gian Domenico Brasio, de la politique vaudoise au XXe siècle aux homosexualités masculines en Suisse, la collection que nous fêtons ce soir est devenue un compagnon de poche, de route pour de nombreuses vies et pour presque toutes les époques de notre aventure humaine. Elle a su s'imposer comme une sorte d'agora à vocation œcuménique pour la grande famille des plumes et des savoirs romans. Souhaitons que dans 20 ans, ou même 10 ans seulement, le cap du demi-million d'exemplaires vendus soit allègrement franchi et que la collection continue à démentir la mort du livre sur papier de ses formats de poche malins. Souhaitons aussi que d'ici là, la gare de Lausanne soit inaugurée, ou en voie de l'être, comme l'évoquait entre autres sujets ferroviaires votre auteur Daniel Mange dans son plaidoyer pour la vitesse du plan Rail 2050. Souhaitons enfin, quoi que l'avenir nous réserve, que nous soyons là, encore, pour célébrer ce savoir et l'impératif de le faire circuler le plus largement possible, pour lutter, ouvrage après ouvrage, territoire après territoire, contre la progression de l'obscurantisme et de l'ignorance qui menacent tellement nos démocraties européennes. Longue vie au livre et à l'édition romande, longue vie au savoir suisse. Merci, Madame la Conseillère d'État, merci, chère Nouria. Oui, là où il est question de nœuds ferroviaires, on pourrait dire qu'aujourd'hui, ici, nous avons un nœud intellectuel, un nœud spirituel, que cette place de la Riponne est peut-être le kilomètre zéro de la recherche, de la réflexion en Suisse romande, et puis que pour oublier un petit peu vos soucis, c'est ça qu'on retient, en tout cas ce soir, et j'en veux preuve avec cette belle assistance. Je suis peut-être pas au bon endroit, voilà. J'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Monsieur le Président. Je vais vous pousser la voix parce qu'il y a des petites coupures. Monsieur le Président, du comité éditorial de Savoir Suisse, Monsieur Jean-Philippe Lerèche, c'est à vous. Merci.
Madame la conseillère d'État, merci pour vos mots. Monsieur le chancelier, Madame la députée, chers amis et amis du savoir suisse, État de Vaud, Vaudoise Assurance et Ferme Vaudoise pour la paix ordinatoire, le savoir suisse est très vaudois. Ce soir, c'est un plaisir. Le savoir suisse est enraciné dans le canton où il est né, mais le savoir suisse est aussi roman et suisse, naturellement, dans ses visées et ses publics. D'abord, si vous le permettez, des mots ont déjà été dits, mais quelques mots tout de même sur la genèse du savoir suisse. Cette aventure a été souvent racontée dans les médias. C'est une aventure primo-galandienne, disons-le d'emblée. Sans Bertil Galland et le directeur des PPR de l'époque, Olivier Babel, cette collection n'existerait tout simplement pas. Bertil Galland, qui en effet manque ce soir, lance l'idée d'une telle collection encyclopédique dans 2 articles que, en les relisant, je trouve plutôt véhéments dans le journal 24 heures des 7 et 14 août 2000. Quel était l'argument ? Je cite Galland. « Nous retrouvons un pays en crise, en mal d'intelligence, isolé du reste de l'Europe, éclaté en communautés linguistiques en contact décroissant et qui doutent. » Galland poursuit, « Les grandes nations disposent toutes de collections de monographies brèves, à fort tirage, qui popularisent et réactualisent sans cesse les connaissances. En Suisse, dit toujours Galland, on préfère les rapports, plus gris tu meurs, et dites-nous dans quel bureau les dégoter. » Voilà ce qu'il disait à cette époque-là. Et je ne vais pas développer la naissance de l'association, le lancement des 4 premiers titres à l'automne 2002. Vous retrouverez ces éléments notamment dans la biographie que nous venons de consacrer à Bertil Galland, Olivier Beuvely et moi-même. Je voudrais toutefois juste rappeler le contexte de l'époque, car pour moi, il fait écho à la période d'aujourd'hui. À la fin des années 90, mesdames et messieurs, et au tournant du XXe siècle, nous étions dans une période et dans une phase d'interrogation sur l'état des relations entre la science et la cité que Madame la conseillère d'État vient d'évoquer. Les hautes écoles, les universités, les écoles polytechniques fédérales étaient invitées à s'ouvrir davantage, à faire connaître leurs travaux à un public plus large que les seuls initiés. Elle est là, mesdames et messieurs, l'intuition de départ. Sortir des micro-cénacles, du jargon et des chapelles. Nous étions quelques-uns à partager cette conviction à l'époque, dont le secrétaire d'État Charles Kleiber, que je salue, présent ce soir. Au fond, le paradigme encyclopédique de Galland a rencontré le paradigme de la démocratisation des sciences que je défends toujours aujourd'hui. Dans ce sens, je crois que la promesse des fondateurs d'une encyclopédie de la Suisse au XXIe siècle a été tenue à un prix resté abordable de surcroît. Après 165 titres, vous l'avez entendu, notre mission n'est toutefois pas achevée. L'expérience funeste du Covid, les déflagrations des transitions écologiques, numériques et énergétiques, pour ne pas dire ferroviaires, nous disent aujourd'hui comme hier l'importance des sciences. Il y a des attentes fortes, mesdames et messieurs, à l'égard des sciences de la part de la société et de la politique pour aider à résoudre les énormes problèmes civilisationnels que nous rencontrons. Dans une société démocratique, à l'heure de l'immédiateté des réseaux sociaux, de l'infobésité d'Internet, nous avons besoin de boussoles. Plus que jamais, les réseaux sociaux parasitent la communication, la déforment, la détournent de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? L'essentiel, c'est-à-dire la rigueur, la profondeur, l'esthétique de l'écriture et le silence qui est si précieux dans la lecture. Dans cette
tempêtes électroniques, il apparaît capital que des travaux documentés, évalués, signés servent le débat public sans abuser de la crédulité des gens. On nous demande souvent des chiffres des ventes, distincts des chiffres de la diffusion. Ce n'est pas un secret d'État, vous le savez. Mais souvent, je cite Einstein, dont Étienne Barillet a fait une magnifique biographie dans la collection. Mais je cite Einstein et pas Étienne Barillet. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Ainsi en va-t-il du livre. Les livres qui comptent ne sont pas nécessairement ceux qui se vendent le mieux. Les livres qui comptent sont ceux qui nous permettent de faire l'état des connaissances sur un sujet, ceux qui définissent à un moment donné notre rapport au monde et à la société suisse et qui situent la Suisse dans le monde. Le livre qui compte, c'est celui avec lequel on peut dialoguer, que l'on peut même ressusciter, c'est-à-dire que l'on peut rééditer, relire ou partager avec d'autres. Toutes et tous ici, mesdames et messieurs, sommes les enfants des livres qui comptent, ceux que nous avons aimés et ceux qui nous ont aidés. Alors, comment continuer? Les 500 000 exemplaires, je ne peux pas le garantir, car de nombreuses incertitudes pèsent sur le monde du livre. Mais comment continuer? Eh bien, tout simplement, oserais-je dire, en continuant à publier des ouvrages de qualité, fiables et lisibles, ouverts à différentes écoles de pensée et capables de fournir les clés de compréhension des développements de notre société dans les temps rudes qui sont les nôtres. En conclusion, mesdames et messieurs, on pourrait penser qu'il n'y a pas beaucoup besoin de mots pour dire merci. Certes, le mot est court, mais la liste est longue et vous l'avez sous les yeux d'abord pour le comité d'édition. Un amical merci à Véronique Yosgara, précieuse et efficace vice-présidente, à Nicole Galland, Julia Dao, Robert Ayrton, Olivier Babel et Dominique Dirlewanger, fidèles et clairvoyants membres du comité. Merci à Luca Giossi, l'audacieux directeur des PPUR. Merci à Jean Rime, chargé d'édition, à la plume si fine et si sûre. Merci à tous les collaborateurs et collaboratrices des PPUR, et en particulier à l'insubmersible Prisca Turbeder qui a organisé cette soirée à nos côtés. Des remerciements sur 20 ans aussi. Merci à Bertil, l'infatigable passeur, l'entrepreneur culturel, le vagabond des savoirs. Merci à toi, Olivier Babel, éditeur des débuts de la collection, courageux éditeur des débuts de la collection. Merci à toi, Christian Pellet, le compagnon de route de 17 ans au Savoir Suisse. Merci à toi, Anne-Catherine Lyon, pour la robustesse des statuts toujours en vigueur. Merci à tous nos sponsors depuis nos débuts, que ce soit l'Université de Lausanne, la Société académique vaudoise, les fondations Sando et Lénars, la Loterie romande et tant d'autres. Merci à la Vaudoise Assurance pour son soutien ce soir, ainsi qu'à notre cher chancelier Aurélien Buffat. Enfin, merci à vous toutes et tous ici rassemblés pour votre attention et l'accueil que vous réserverez à nos autrices et auteurs ici profondément remerciés. Merci beaucoup, Monsieur Lerèche, d'y avoir mis aussi le cœur qu'on a beaucoup senti dans vos propos. Maintenant, mesdames et messieurs, c'est peut-être le plus important. Nous allons consacrer la part majeure de cette soirée à ceux qui sont au cœur d'une collection, bien sûr, les autrices et les auteurs. Celles et ceux que vous allez voir défiler sur cette scène dans un instant sont naturellement un échantillon
que l'équipe de Savoir Suisse a souhaité le plus représentatif possible des quelques 200 personnes qui composent aujourd'hui la collection. Vous pouvez y voir un hommage à tout leur travail, à tout leur engagement. Alors, je n'en dis pas plus, je vais vous laisser en leur compagnie. Place à mon Savoir Suisse en 3 minutes. C'est parti, souvenez-vous, vous devez suivre l'ordre. Merci beaucoup pour votre invitation. Je dois vous dire que, surprise par la proposition de Jean Rime en avril dernier d'écrire un nouveau volume, j'ai répondu que ce serait de la folie d'accepter, car pour l'avoir déjà pratiqué, je savais exactement ce que cela impliquerait et je n'avais plus l'excuse de l'ignorance, donc je devais absolument refuser. Mais j'ai aussitôt ajouté que j'acceptais quand même, parce que j'avais trop envie de relever encore une fois ce défi et de revivre cette expérience, de contribuer avec l'équipe du Savoir Suisse à la transmission des connaissances. J'ai en effet gardé très vivace l'enthousiasme de ma première expérience avec la toute nouvelle équipe éditoriale de 2002, alors qu'aucun volume n'avait encore été publié. Le projet était déjà très clair et visionnaire, d'un grand professionnalisme, alors qu'il reposait largement sur des bénévoles. Je me souviens de l'accueil tellement enthousiaste et chaleureux lors de ma première rencontre avec le comité. J'ai été frappée par la compétence et la générosité de Bertil Galland. Sa correction de mes premières épreuves, la fluidité et la simplicité qu'il insufflait dans mes phrases m'ont fait découvrir une autre manière d'écrire, qui vise véritablement un public large, bien loin de notre formalisation standardisée destinée aux collègues de nos propres disciplines. Il m'a offert là un cadeau inestimable que j'ai conservé précieusement depuis. Ce bilan de 20 ans que me permet l'expérience du Savoir Suisse montre qu'en 2002, il s'agissait principalement de transmettre des connaissances factuelles dont la large majorité de ce pays n'était pas informée. 20 ans plus tard, il s'agit toujours de connaissances factuelles et bien attestées, mais aussi d'un questionnement fondamental sur le fonctionnement et les valeurs de nos sociétés. Aujourd'hui, nous savons par exemple comment l'industrie du pétrole a agi pour empêcher la transition énergétique, comment elle s'est organisée pour maintenir et accroître ses énormes profits par la désinformation, et surtout comment elle continue de le faire. Aujourd'hui, nous remettons aussi en cause les émissions disproportionnées de gaz à effet de serre du système de santé suisse. Un système de santé à l'évidence trop technique et pas assez humain. Primum non nocere devrait s'entendre beaucoup plus largement, pas seulement à l'échelle du soin immédiat, mais pour l'ensemble de nos sociétés et pour plusieurs générations. Depuis 20 ans, le Savoir Suisse contribue à la formation et à la connaissance, mais aussi à l'évolution de notre société. Je suis convaincue que la formation et l'information constituent le socle indispensable permettant de sortir des voies sans issue pour se diriger vers le meilleur. Merci au Savoir Suisse pour sa précieuse contribution à cette évolution. Quel plaisir de parler après Martine, puisque nous représentons le même institut, l'Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel. Mon premier contact avec le Savoir Suisse remonte à une institution lausannoise aujourd'hui en partie disparue, le buffet première classe de la gare CFF. Et je m'excuse, Madame la conseillère d'État, de poursuivre sur une métaphore ferroviaire. En 2003, on y buvait un café plutôt médiocre,
mais on y mangeait bien et personnellement, on m'a demandé des anecdotes, j'aimais bien les vols au vent, dont le pluriel n'est pas facile. L'atmosphère avait quelque chose à la fois de très vaudois et de cosmopolite. C'est là que les journalistes, et il y en a dans la salle, attrapaient les élus en partance pour Berne, et on y sentait comme un parfum de Simplon Orient Express ou de Transsibérien. Et ce fut le lieu de mon premier contact avec Bertil Galland, qui m'a proposé de traiter ce thème de l'immigration en Suisse, une immigration dont il était lui-même aussi le produit. Même si mon ouvrage était sans prétention littéraire, avoir comme éditeur celui de Corinne Aby, de Gustave Roux, de Nicolas Bouvier, c'était quand même quelque chose. Et je voudrais vraiment profiter ce soir pour lui rendre hommage. C'est avec une curiosité, un enthousiasme extraordinaire qu'il a lu mon texte, qu'il l'a intégralement annoté et qu'il a massivement contribué à sa qualité. Qu'il fasse lui-même l'objet d'une biographie au savoir suisse aujourd'hui est tout à fait juste comme consécration. Mais revenons à la collection. En fin de compte, c'est peut-être ça qu'elle est devenue au fil de ses 165 titres, un buffet de la gare. Mais un buffet de la gare première classe, un buffet de la gare de la pensée, un buffet de la gare de la connaissance. On y rencontre des voyageurs, on y prend des nouvelles, on y discute le monde. Et ce buffet-là n'est pas prêt d'être remplacé par un self-service. Merci. La cirrhose du concierge, le psoriasis du gars des RH, le passage en prison du banquier argovien, la non-réélection de cette petite arrogante du l'UDC ou du Parti socialiste, c'est selon, le remaniement fiscal de Roger Federer, la chute de la skieuse autrichienne, l'agonie derrière une poubelle du chat de la vieille du dessus, les mycoses de Vladimir Poutine, les problèmes des Suisses allemands, les problèmes des Français, les problèmes des Italiens, les problèmes des Allemands, les problèmes des autres en général. Qui de nous, mesdames et messieurs, ne s'est pas réjoui du malheur d'autrui? Qui? Je vous le demande. Joie maligne, joie née du mal, la Schadenfreude fait du bien. Elle rassure, elle fédère, elle dit que nous avions raison d'attendre notre heure. Elle dit une justice au-dessus de la tête de toutes et de tous. Elle dit la possibilité d'une réparation. Elle rappelle que les méchants seront punis, que les cracks vacilleront, que les premiers seront les derniers, que la facture sera présentée un jour. Elle dit tout simplement l'ordre du monde, que la nature est bien faite. Elle affirme que Dieu regarde et fait ce qu'il faut le jour venu. Pour autant, Schopenhauer la condamne. Elle est pour le philosophe de Danzig une passion triste et nocive. La Schadenfreude, écrit-il en 1851 à son collègue Jean-Marcel Zalando, est le pire trait de la nature humaine. Le plaisir du malheur est diabolique et ses moqueries sont le rire de l'enfer. Pierre Desproges la réhabilite toutefois. Il ne suffit pas d'être heureux, écrit l'humoriste disparu dans sa correspondance avec la comtesse de Ségur. Encore faut-il que les autres soient malheureux. J'ai voulu, avec mon équipe du laboratoire d'études des mélancolies de Sils Maria, une institution, je le dis en passant, qui vous accueille à bras ouverts, pour peu que vous décidiez d'y faire un séjour d'études ou simplement de détente, je laisserai quelques flyers à l'entrée. J'ai voulu, avec mon équipe, cerner cette notion dans ce petit ouvrage. La Schadenfreude est-elle innée? Est-elle acquise? On sait ici combien la certitude locale du « y en a point comme nous » peut trouver son bonheur dans le fait de voir la peste, le choléra, voir le Covid frapper ceux et celles qui justement ne sont pas comme nous. Est-elle de toutes les cultures?
Enfant, mes parents m'assuraient que je me mettrais à loucher moi-même si je me moquais de mes camarades, alors nombreux, affligés de strabisme divergent ou convergent, je ne sais plus. Louche, je, aujourd'hui, je ne sais pas. Eh bien, justement, c'était l'objet de cet ouvrage que d'investiguer toutes les facettes et toutes les dimensions de cette Schadenfreude qui nous apaise et nous mine à la fois. Je vous remercie. Bonsoir. Il m'a fallu quelques années pour réaliser, enfin, que le type d'ouvrage publié dans la collection Savoir Suisse correspond exactement à ce que j'avais toujours voulu faire, c'est-à-dire établir des ponts entre la recherche universitaire et un public plus large. J'ai en effet malheureusement trop souvent constaté que mes collègues universitaires avaient tendance à s'enfermer dans leur tour d'ivoire, qu'ils se spécialisaient sur un sujet souvent microcosmique et préféraient publier dans des revues en langue anglaise plutôt que de participer au débat public et surtout se confronter à des arguments contradictoires, parfois bien éloignés des modes universitaires. Le décrochement des universitaires du débat public pose un autre problème, celui de notre démocratie. Cela a été dit tout à l'heure. En effet, ce retrait permet à des charlatans de remplir le vide ainsi laissé. Le résultat est qu'on a de plus en plus l'impression que toutes les opinions se valent. D'un côté, celles des chercheurs qui ont consacré une bonne partie de leur vie à réfléchir de manière distanciée, avec des méthodologies et des épistémologies rigoureuses. De l'autre, des déclarations, style café du commerce, de la part de personnes qui s'auto-proclament spécialistes. On l'a vu récemment avec l'Ukraine ou avec la crise du Covid. Ce phénomène étant bien entendu amplifié par le formidable développement des réseaux sociaux. J'espère avoir été à la hauteur des attentes des responsables de la collection. Je n'en suis évidemment pas certain. Mais j'ai été réconforté, même gêné, par quelques lettres que Bertil Galland m'a adressées de manière spontanée. Il avait tenu à me rassurer, m'assurer que le but avait été pleinement atteint. Je cite « Sans coup d'éclat, vous avez par 3 fois apporté aux lecteurs citoyens des visions éclairantes, objectives, sereines, réalistes et synthétiques. Et pour ma part, je suis heureux et reconnaissant de l'entente féconde que nous avons pu développer avec lui, Bertil Galland, que je salue évidemment, et toute l'équipe du Savoir Suisse. Je vous remercie. La liste des 5 titres que j'ai eu la chance de voir publiés par le Savoir Suisse me cause une fierté mêlée d'inquiétude. Francesco Borromini, Leonhard Euler, Alfred Metro, Alberto Giacometti, Albert Einstein. Un architecte, un mathématicien, un ethnologue, un sculpteur, un physicien. Comment ai-je pu jouer ainsi à l'homme orchestre et prétendre affronter des créateurs aussi différents? C'est que précisément ce sont des créateurs. Et même si je n'ai pas, pour les aborder, la compétence du spécialiste, je crois être habité par cette passion qui animait chacun de mes sujets, cette passion sans laquelle on ne fait rien qui vaille. Et la passion, contrairement à un préjugé qui consternait Paul Valéry, n'est pas ennemie de la rigueur. Au contraire, l'une et l'autre s'appellent et s'entraident. Quand on cherche le beau, le vrai nous conseille. Quand on cherche le vrai, le beau nous encourage. Tous les créateurs que le Savoir Suisse m'a permis d'approcher sont habités par le désir de comprendre le monde, de lui donner forme plus belle, plus humaine. C'est en cela qu'ils nous sont proches, même si leur génie les met à part. Voilà pourquoi je crois avoir dans mes 5 biographies accompagné 5 créateurs comme des frères, infiniment supérieurs par leur puissance créatrice, mais néanmoins si fraternels en leur humanité. Le travail du biographe
est mystérieux comme celui du traducteur. Il s'agit de s'emparer d'autrui afin qu'autrui s'empare mieux de soi, de se donner tout entier dans le geste de prendre, afin de rendre à autrui pleine justice et d'ouvrir à son soleil des puits de lumière. Je suis reconnaissant au savoir suisse qui m'a permis de vivre à 5 reprises une si belle entreprise, et ce n'est pas fini. Le prochain de mes frères sera, je vous le dis en confidence, une sœur. L'amorce du 4e tome des Mémoires qui ne sont pas des mémoires, selon la formule de Blaise Cendrars, a pour protagoniste principal un animal que l'auteur a failli embarquer sur le navire, le ramenant en Europe depuis le Brésil. Savourons la scène. On levait l'ancre. Si vous embarquez cette sale bête, je serai obligé de vous... Cette sale bête, que le commissaire de bord qualifiait ainsi en m'invectivant dans son mégaphone, était un magnifique fourmilier. En forêt, cet édenté qui marche balourdement sur le dos des mains, les ongles en l'air, fouille sa longue tête en forme d'entonnoir dans une fourmilière, l'enfonce jusqu'aux oreilles, balance sa queue qui flotte comme un drapeau, ce qui est un signe de jouissance, dévide je ne sais combien de mètres et de mètres d'une langue mince comme un fil et gluante, bave une salive sucrée dont les fourmis sont friandes, et quand sa langue est recouverte de centaines et de milliers de fourmis grouillantes, mais qui ne savent pas se dépêtrer, ce curieux animal doit se presser avec un doigt sur le nombril pour déclencher un ressort secret qui fait se rembobiner sa langue comme un fil à pêche. Je le regretterai toute ma vie, car avoir une bête aussi extravagante comme copain vous ouvre les yeux sur les mystères de la création et vous fait toucher du doigt l'absurde de toute cette longue histoire de l'évolution des êtres. Le scénario burlesque associe ici voyage maritime, ménagerie, métaphysique et magie stomacale en quelques phrases pouvant atteindre non pas les maîtres et les maîtres de la langue fine du tamanoir, mais bien une dizaine de lignes grâce à une imagination profuse. Peu importe la réalité du bastingage, puisque nous sommes déjà au cœur de la forêt. De fait, le fourmilier n'est jamais monté à bord. Cette prose, ample et provocatrice, est en 1949 celle d'un écrivain reconnu et admiré. Son premier poème, Les Pâques, apparu à compte d'auteur à Paris en 1912. Cendrars avait alors 25 ans. Sa création est aussi une magnifique épopée personnelle qui a souvent été source de l'imagination. Entre la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, Moscou et Saint-Pétersbourg, New York et Paris, Sao Paulo et Rio. Un élan vital qui s'est joué entre les lignes transatlantiques, les lignes ferroviaires et celles de la feuille de papier. Quand l'occasion m'a été donnée de raconter Cendrars pour la collection Le Savoir Suisse, je n'ai pas spontanément pensé au tamanoir, dont la salive sucrée attire les fourmis, mais c'est bien cette même envie de raconter que j'ai répondu, en sachant qu'à la démarche scientifique pouvait être associée une tonalité personnelle qui donne sa patte à chaque volume. J'ai aussi compris lors de cet exercice d'écriture que créer des scènes n'était pas chasse gardée des romanciers. Amener le lecteur curieux dans la vie et l'œuvre de Cendrars est un embarquement qui déjoue l'opposition entre réel et fiction. D'ailleurs, que serions-nous sans ce tamanoir au nombril muni d'un ressort secret qui fait se rembobiner sa langue ? La collection Le Savoir Suisse, grâce à son format, son souhait d'une tonalité personnelle et son exigence scientifique, cumule les saveurs du menu préféré du tamanoir. Savourons donc aussi ce mets détonnant porté par la langue. Merci bien sûr à Berthilde Galland et bravo à l'équipe qui fait vivre le Savoir Suisse depuis 20 ans. Peut-on entrer dans l'histoire à travers des dates ?
Les années 70 avaient évidemment répondu non à cette question. C'était l'époque où il fallait recontextualiser différemment, il fallait sortir des chronologies oppressantes et emprisonnantes, il fallait repenser la lecture, le récit historique, idem pour les personnages et les héros, entre guillemets, de l'histoire. Les biographies n'avaient plus la cote. Or, cette approche a montré rapidement ses limites. En effet, malgré tout, qu'on le veuille ou non, ce sont bien les chronologies qui constituent le substrat de la réflexion historique, et l'histoire, c'est aussi les gens qui la font, et entrer dans l'histoire à travers les individus, y compris les noms célèbres, ou bien à travers les dates, reprenait dès leur sens pour recadrer, pour retrouver une authentique contextualisation qui est le propre du métier de l'historien. C'est dans ce contexte-là que le projet des grandes dates est né, dans une discussion qu'avec Alain Jacques Tornard, nous avions eue il y a quelques années, et de reprendre cette histoire pour la raconter non pas à travers des événements mythiques ou mythifiés, mais retrouver une autre porte d'entrée, un promontoire différent pour éclairer une période, des événements, une séquence historique. La même chose avec les biographies qui reprenaient tout leur sens à cette époque-là, et dont Étienne Barrier est un des serviteurs aujourd'hui pour le savoir suisse. Et c'est ainsi que s'est née cette série, avec toute une série d'épopées de l'histoire suisse, à travers des grandes dates. Je vous passerai la numération, et vous la trouverez dans le prospectus. Mais bien sûr, il y a parfois des moments historiques qu'on aimerait raconter, qu'on aimerait bien trouver une date, mais des fois on ne trouve pas. C'est ce qui m'est arrivé avec mon dernier ouvrage, avant le Bertil Galland, sur la régénération, 1830-1847. On a été plusieurs à chercher une date, mais on n'a pas trouvé la date symbolique, celle qui nous aurait permis d'entrer dans cette période. Alors, dans ce cas, eh bien, l'historien a toujours d'autres ressources. Eh bien, l'histoire se raconte aussi en dehors des grandes dates, tout simplement par la réflexion et la passion. Merci. Bonsoir. Alors, j'ai envie de dire joyeux anniversaire à la belle collection Les Savoirs Suisses. Joyeux anniversaire des 20 ans. C'est quand même un bel âge. Donc, ce que je voudrais souhaiter à la collection Les Savoirs Suisses, c'est de garder l'esprit de ces 20 ans, de garder cette fraîcheur, de garder cet esprit d'ouverture, cette curiosité. Moi, c'est vrai que j'ai reçu le coup de fil de Véronique Josgara et j'ai été surprise. Parce que c'est vrai que je venais de réaliser et de soutenir une thèse de doctorat en sociologie de la communication et des médias à l'Université de Fribourg, qui s'intitulait « Je t'aime plus que tout au monde, d'amour en amitié, les processus de socialisation entre pères adolescents ». Et c'est vrai que les thèses de doctorat, c'est un truc de niche. D'avoir l'opportunité, l'occasion de communiquer en fait avec le public. Alors je ne sais pas si c'est le grand public, on ne va pas exagérer, en bonne sociologue je vous dirais non, mais néanmoins avec un public quand même moins spécifique et caractéristique du public universitaire. Donc c'était une grande joie, une grande surprise, une marque de reconnaissance aussi. Et en préparant cette soirée, je me suis dit, mais dans le fond, en 2015, quand le livre est sorti, le savoir suisse avait 13 ans, exactement la population dont je parle dans mon livre. Et ma préoccupation, c'était de changer en fait le regard que portent les adultes sur les adolescentes et des adolescents, un regard toujours négatif, on ne va pas se mentir. On voit toujours les ados comme les gens qui ne font pas correctement les choses, et de génération en génération, on repense ça. Et qui traînent trop dans la rue, qui traînent trop sur les réseaux sociaux, les vilains dont on parle beaucoup ce soir. Alors moi, je me suis surtout intéressée aux usages, aux pratiques des adolescents dans leur sociabilité, à la fois présentielle et à la fois médiatisée via les plateformes, comme notre vie en fait, qui est aujourd'hui à la fois présentielle et médiatisée, et qui s'organise comme ça dans une forme de continuum. Donc moi j'étais assez contente de publier pour les 13 ans du savoir suisse, pour l'adolescence du savoir suisse. On s'en souvient toutes et tous de notre adolescence, je pense, avec des souvenirs forts, pas toujours positifs, mais forts. Et ce qui était génial, alors pour quelques petites anecdotes, mais je vois que je vais aller très très vite,
c'était quand même ce problème de traduction. Et là, de nouveau, je salue l'ouverture de Christian Pellet et de Véronique qui ont accepté que je puisse garder dans mon livre les textes originaux, la langue originale, notamment des plateformes numériques, donc ces cultures adolescentes qui s'expriment en ligne. Je voulais absolument garder la langue originale, mais on a aussi mis la traduction. Donc, n'hésitez pas à lire ce livre. Merci. Au nom d'Irène Hermann, empêchée de se joindre à nous ce soir. Lorsque Olivier Meuvely m'a proposé d'écrire un ouvrage sur la période de la Restauration pour le savoir suisse, j'ai été séduite par l'opportunité de partager des connaissances sur cette époque avec un public plus vaste que mon conjoint, mon jury de thèse et quelques historiens spécialisés. Rapidement, j'ai aussi constaté que cette aventure tenait du pari. Le challenge était bien sûr lié au format de la série, puisqu'il s'agissait de présenter en une centaine de pages un sujet sur lequel je m'étais longuement étendue dans des publications bien plus volumineuses, bardées de jargon et d'abondantes notes de bas de page. Mais curieusement, la difficulté la plus grande est venue du thème lui-même. De fait, la quinzaine d'années envisagée est d'une très grande densité événementielle à son début et à sa toute fin. Pire, les moments les plus croustillants se situent en dehors des bornes chronologiques habituellement admises, allant de 1815 à 1830. D'ailleurs, la plupart des ouvrages disant traiter de cette fameuse restauration se concentrent précisément sur ces deux dates extrêmes et ne traitent pratiquement pas de ce qui se produit entre elles. À cela s'ajoutait la réputation délétère qu'a progressivement acquis ce début du XIXe siècle, qualifié par les libéraux du régime politique suivant de réactionnaire, obtus, rétif à tout progrès et empreint de religiosité oppressante. Comment donner envie de lire un ouvrage sur un épisode où il ne se passe quasiment rien, pétri d'idéaux dépassés et peu susceptible de susciter l'exaltation admirative des lecteurs? D'autant que le titre, et ce sera là le seul bémol, ne donnait que moyennement envie d'ouvrir le livre. Pour répondre à ce défi, j'ai tenté de m'insinuer dans les pensées des acteurs sociaux de ce temps, pas plus bêtes ni moins inventifs que d'autres, pour en dégager leurs craintes comme leurs espoirs, qui se résumaient à la volonté d'éviter une nouvelle révolution. C'est à ce voyage fascinant et inédit que j'ai convié les lecteurs, me permettant au passage de découvrir, derrière un conservatisme politique obstiné, les trésors d'imagination déployés pour moderniser l'agriculture et le bien-être populaire. En définitive, l'écriture de ce texte, censé éclairer le grand public sur une période déconsidérée, m'a offert la possibilité d'approfondir et d'enrichir mon propre savoir suisse, bien entendu. J'enseigne le droit fiscal à l'Université de Lausanne et j'aime Félix Vallotton. On doit une fois dans sa vie tenter de réunir ses passions. Savoir suisse me l'a permis. Le choix de la couverture. Le choix de la couverture du livre est un moment délicat. On est un peu comme un chef dont les plats seraient prêts, mais qui n'aurait pas encore trouvé le nom à son restaurant. Le Tourne-d'eau Rossini n'aura pas la même tête à la Tour d'Argent ou chez Bébert. Les images que me propose l'éditeur ne me convainquent guère. Des valises de dollars sous les cocotiers, ça fait un peu trop cahier spécial de bilan sur les paradis fiscaux. Félix, lui, a tout peint. Il a bien dû peindre également la fraude fiscale. Je me plonge dans le catalogue raisonné de Marina Ducret, de Katia Poletti, et j'aboutis. Ce sera la chaste Suzanne, cet épisode de l'Ancien Testament, Suzanne et les vieillards, dans le livre de Daniel, peint il y a exactement 100 ans cette année. La vertu de la jeune femme et la lubricité des vieillards me racontent à moi, fiscaliste, une autre histoire. Deux banquiers, c'est-à-dire hommes, gras, chauves,
Je constatais avec plaisir qu'il n'y a pas de banque qui soutient les éditions, on l'aurait perdu ce soir, et une cliente. À l'inverse de la Suzanne biblique, la Suzanne valotonienne paraît en passe d'être séduite. Séduite par les produits financiers très pauvres en charges fiscales que lui suggèrent les gardiens si attentionnés de son patrimoine. L'ambiguïté de Vallotton, pour dire l'ambiguïté du contribuable face à l'impôt, me voilà très fier de ma trouvaille. Christian Pellet, qui fut peintre dans une vie antérieure, et peintre notamment d'une Suzanne et les vieillards, décidément vices et vertus hantent les Lausannois, Christian Pellet est emballé. C'est moins le cas du très vertueux musée détenteur de l'œuvre. Nous ne souhaitons pas associer une œuvre de notre collection à la fraude fiscale. J'ai encore le mail. Un musée aurait-il lui aussi peur du fisc? Eh bien, c'est non. Qu'à cela ne tienne, le musée n'est pas titulaire de droit moral sur l'œuvre. La Fondation Félix Vallotton détient un autre hectachrome de qualité et ce sera de sa part un oui à musée. Facilité peut-être par le fait que l'auteur préside dite fondation, c'est le début de mon intervention. Le numéro 129 de Savoir Suisse est ainsi indéniablement le plus beau de la collection. Je vous engage vivement à le lire pour déterminer si c'est également le meilleur. Il est des ouvrages, mesdames et messieurs, qui ont en vertu et fonction tout à la fois de servir d'humus, de levier, de tremplin, voire de sésame à l'émancipation d'un individu ou même d'un groupe social tout entier. C'était l'ambition de ce petit ouvrage. Le succès populaire qui a accueilli sa parution est venu montrer que mon équipe de l'université Jacques Dessanges de Charleroi et moi-même avions visé juste. Conçu comme une mise au jour des dispositifs mis en œuvre par les classes dominantes pour stigmatiser, dénigrer, disqualifier, voire humilier non seulement les adeptes de la coupe mulet, mais leur entourage également. Et l'on sait depuis les travaux de Betty Bossy et de Inge Diep-Fust combien les proches d'une personne stigmatisée tentent à porter sur leurs épaules le fardeau de ces mêmes stigmates. Ce livre, mesdames et messieurs, a non seulement enrichi la sociologie des pratiques capillaires, mais il a fait office, quand bien même il ne s'affranchit à aucun moment des règles de la rigueur scientifique, de véritable manuel de libération. Footballeurs, contrôleurs CFF, trésoriers ou archivistes des fan clubs du groupe ABBA, footballeuses, contrôleuses CFF, trésorières ou présidentes des fan clubs du groupe ABBA, ils et elles sont des dizaines à m'écrire aujourd'hui encore ou même à m'aborder au coin d'une place publique ou sur le seuil d'une pinte pour me dire tout ce que ce petit livre leur a apporté. Je vois dans ces gestes de gratitude la récompense d'un chercheur engagé. Mais c'est vers les animateurs de la collection Savoir Suisse que je veux maintenant me tourner pour conclure et ouvrir une porte aussi peut-être. À vous qui m'avez fait confiance, malgré les diverses et malheureuses coupes que vous avez imposées à mon texte, je voudrais dire ce soir mon désir de travailler à une édition augmentée de mon ouvrage. Une telle publication me semble nécessaire, non seulement au regard du succès de celui-ci, mais également dans une perspective de mise à jour de son propos. Avec le réchauffement climatique, en effet, la coupe mulet, sobre en eau, en soins et en produits chimiques, pourrait s'imposer comme une pratique tout à la fois durable et vertueuse. La coupe mulet, mesdames et messieurs, est probablement rien moins que la coupe du futur. J'espère en convaincre le monde dans une publication prochaine. Vive la coupe mulet, vive le savoir suisse, vive le mulet suisse, vive le savoir mulet, vive la coupe suisse.
Chaque seconde, la Suisse bétonne près d'1 mètre carré de son territoire, soit l'équivalent de 8 terrains de foot par jour, un étalement urbain au détriment des terres agricoles. En 33 ans, c'est la surface du lac Léman. Action locale pour effet global, édition locale pour impacts nationaux et internationaux. De l'échelle du quartier au changement climatique. Semer des graines pour éveiller les consciences, inviter au voyage dans des projets passionnants ou tout simplement apporter le plaisir de la lecture. Chère collection Le Savoir Suisse, j'ai eu la chance de te rencontrer et de participer à ton parcours, qui est devenu une partie de mon parcours. Merci de m'avoir accueillie comme autrice pour faire passer des messages qui me tiennent à cœur. Ce fut un bonheur d'avoir, grâce à toi, l'occasion de transmettre des expériences sur habiter et vivre de manière durable. Ouvrir le lecteur à d'autres horizons, éveiller sa curiosité et susciter réflexion et émotion. En une année, j'ai été projetée sur un devant de scène pour faire rayonner mon savoir sur les quartiers, basé sur ma pratique professionnelle. Séances de dédicaces, interviews, présentations, articles, et même entamer une nouvelle vocation en me voyant proposer d'écrire pour la revue Habitation. De nouvelles portes se sont ainsi ouvertes pour moi pour transmettre mon engagement pour le développement durable et de refaire le constat que si l'on donne, on reçoit. Mon livre a d'ailleurs été épuisé au bout de 5 mois. Mais qui mieux qu'Alberto Giacometti, sujet d'un de tes livres, peut le dire? La grande aventure, c'est de voir surgir quelque chose d'inconnu, chaque jour dans le même visage. C'est plus grand que tous les voyages autour du monde. Chère collection, garde ton visage d'aujourd'hui, celui de tes 20 ans. Que ta course future soit belle à ton image. Transporte-nous encore vers des époques proches ou lointaines. Car le temps de lire comme le temps d'aimer dilate le temps de vivre. Ça, c'est Daniel Pénac. Merci à toutes celles et ceux qui te permettent d'exister et de continuer ton chemin au service de la science, de la politique, de la poésie, des artistes. En bref, de nous enrichir. Et si l'on se projetait en 2044, tu aurais près de 400 titres, presque autant d'auteurs et d'autrices, et combien de milliers de lecteurs et lectrices. À l'ère du tout numérique, tu continueras à donner un autre souffle, à nous permettre de ralentir la course effrénée du temps. Alors, bon anniversaire, chère collection, et à dans 20 ans. Bonsoir, merci beaucoup au Savoir Suisse de m'avoir fait l'honneur, peut-être un peu empoisonné, de parler ce soir. C'est un très grand privilège d'être publié par le Savoir Suisse, mais c'est aussi une relation faite d'expériences et de rencontres un peu douce amère. Ma première rencontre avec le Savoir Suisse date de 2017. On m'avait demandé une expertise sur un manuscrit qui était pour le moins problématique, et donc on s'est retrouvés, le comité d'édition et moi-même, dans une relation un peu conflictuelle, disons, où l'expertise que j'ai apportée n'était pas forcément celle attendue. Mais visiblement, une absence de rancune ou de vengeance a quand même permis à son directeur, Jean-Philippe Lerèche, de revenir vers moi pour me suggérer de proposer à l'occasion un sujet. Et ce sujet est venu non pas de Jean-Philippe, mais d'Olivier Meuvely, qui est revenu, comme on l'a déjà entendu à 2 reprises ce soir, avec son idée de grande date. Et cette question des dates en histoire est aussi longue que l'historiographie ou la réflexion sur les dates. C'est à Claude Lévi-Strauss qu'on doit cette fameuse formule « L'histoire, c'est les dates, mais c'est certainement pas ce qui est le plus intéressant dans l'histoire ». Donc il fallait répondre à ce double défi. Et c'est vrai qu'après quelques bières et quelques cigares cubains, Olivier, oui, cubains, il était difficile de te résister.
Et c'est vrai qu'à l'issue de plusieurs descentes à ski à la Foulie, il est tout aussi difficile de résister à Jean-Philippe Le Rech. Donc voilà comment je me suis retrouvé à proposer donc, ce sujet sur une votation éminemment importante dont vous découvrirez à la lecture de l'ouvrage qu'on lui doit l'introduction de l'assurance vieillesse et survivants qui a défrayé un peu la chronique ces derniers mois, ces dernières semaines, et qui n'est pas tout à fait terminée non plus, j'imagine, dans la décennie qui s'annonce. Et au travers de cet épisode de l'après-guerre, de se poser aussi plus globalement la question de comment on sort d'une guerre et comment, en fait, le fait de sortir d'une guerre peut aussi nous interroger aujourd'hui sur comment sortir d'une crise, comment faire face à une crise et comment on peut mobiliser un certain nombre de ressources pour le faire. J'aimerais souligner quand même, dans cette expérience d'éditeur, de sujets édités au Savoir Suisse, l'excellence du travail de Jean Rime, qui, à mon avis, n'est pas suffisamment souligné par mes prédécesseurs. Je pense qu'il y avait là une vraie, peut-être, esprit de revanche sur le fait que j'avais relativement maltraité un manuscrit en 2017. La qualité de cette relecture, la finesse de l'interprétation, vraiment un travail de relecture vraiment très pointu, m'a énormément impressionné et je dois forcément reconnaître que la modeste qualité de cet ouvrage doit beaucoup à ce travail d'édition. Et je pense que c'est important de lui rendre hommage également ce soir. Donc voilà, au cours de quelques anecdotes, comment est né cet ouvrage et comment est né aussi, parce qu'à l'issue de cela, on m'a carrément demandé de rejoindre le comité d'édition, ma participation modeste, puisqu'elle vient de commencer, et je l'espère fructueuse pour les prochaines années. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ma collègue Martine Rebetté a ouvert les feux avec le climat. Je ferme la marche avec un sujet tout aussi chaud, la poésie. Je n'ai pas connu Gustave Roux, qui est mort en 1976. Pour ce volume du Savoir suisse consacré à la figure du poète, selon le titre de la série où il paraît, Daniel Maggetti, Stéphane Peterman et moi-même avons consulté des milliers de documents d'archives, de lettres et de manuscrits. Mais le direct de la rencontre, l'épreuve du regard aigu et inquiet de Roux, selon un mot de son ami Edmond Thévault, je ne les ai pas connus. Je l'ai imaginé riant dans sa cuisine avec sa sœur Madeleine à Carouge ou s'entretenant avec Ramu à la Muette à Puyi. Mais l'expérience de la rencontre me manquait. Pour combler ce manque, j'ai scruté d'innombrables portraits de lui, rencontré des gens qui l'ont connu, écouter sa voix enregistrée, visionner plusieurs fois le film que Michel Souter lui a consacré en 1965. J'ai songé à dialoguer avec l'esprit de Roux, mais les tables tournantes ne répondent plus guère dans notre 21e siècle matérialiste et virtuel. Alors, un après-midi de septembre, j'ai saisi mon téléphone et composé le numéro de Madame Janine Riesen-Thévault à Missy. Fille du plus jeune frère d'Edmond Thévault, l'ami de collège et de gymnase de Roux, elle devait avoir connu Gustave Roux. En tout cas, avoir eu vent de ses nombreuses visites à Missy, dans la ferme de la famille Thévault, entre 1917 et les années 40. À peine eut-elle compris la raison de mon appel qu'elle plongea dans ses souvenirs. Pendant plus de 2 heures, elle me parla de son oncle Edmond, de l'amitié respectueuse qu'il avait pour Roux, des mémorables repas dominicaux qui réunissaient la famille du village de Missy avec ses 2 temples, celui de l'Église nationale et celui de l'Église libre. Dans le souvenir de Janine, Edmond, ce fils de paysan devenu médecin, avait pour les artistes et les poètes une vénération qui relevait du sacré. Comme en témoigne une lettre de 1962 où il rappelait à Roux des souvenirs de collège. Je cite : « Tu étais un véritable artiste, un être vraiment à part, qui nous dépassait tous, un mitré, un élu. » Janine pense que son oncle Edmond devait ce goût de la poésie à sa mère, Élise Thévault-Péter, dont elle a conservé, me dit-elle, des poèmes d'une grande délicatesse. Au terme de notre entretien, elle a eu ce mot charmant. « Vous savez, je ne me souviens plus de ce que j'ai mangé à midi, mais en vous parlant, je me suis retrouvée dans notre vie de famille à l'époque où M. Roux n'était jamais loin. » J'ai eu le vif sentiment, grâce à elle, d'avoir côtoyé Gustave Roux à Missy. Son témoignage,
dans sa modestie, a beaucoup compté dans l'élaboration de notre volume consacré à Gustave Roux. Voilà donc pour la photo de famille. À travers 12 auteurs et autrices, nous avons découvert ce soir, avec grand plaisir, quelques-unes des histoires particulières qui ont façonné ces 20 ans des éditions Savoir Suisse. Donc un grand merci à eux et à elles de s'être prêtés à ce jeu un petit peu singulier qu'on leur a proposé en 3 minutes et avec un grand brio. Donc merci. Merci aussi à Antoine Jacou de nous rappeler que la rigueur scientifique n'interdit pas l'humour, au contraire, et que rien n'est sérieux en ce bas monde que le rire. Et c'est Gustave Flaubert qui le dit, c'est pas moi. Voilà donc 20 ans de gai savoir que nous fêtons aujourd'hui. On l'a dit, on l'a répété, 165 titres. Mais 165 titres, 165 sujets suisses, actuels, atemporels, portés par près de 200 voix d'auteurs et d'autrices. J'aimerais juste qu'on prenne un moment pour les applaudir ensemble. Et d'ailleurs, M. Nappet nous a proposé quelques chiffres en comparaison suisse romande. J'ai aussi les miens en comparaison symbolique. Si on empilait les uns sur les autres les 350 000 exemplaires diffusés du savoir suisse pendant ces 20 ans, on aurait une tour de 2500 mètres de haut. Voilà. Quand on dit que le savoir permet de s'élever, ça donne tout son sens. Alors vous me direz qu'elle n'est pas très stable, cette tour, ce pilier de 12 cm sur 18, du moins peu à même de figurer la solidité de la collection. Car le savoir suisse est un véritable monument. Au sens même étymologique du terme, une construction gardant une mémoire. La mémoire des questions, des préoccupations, des réflexions et des gens qui ont fait la Suisse et bien auparavant ces 20 dernières années. Le savoir suisse est en effet le reflet d'une société en évolution permanente, s'ancrant dans son passé pour interroger son présent et son avenir, évidemment. Il est d'ailleurs fascinant sur ce point d'observer les mouvements de la collection elle-même. Alors en tant que directeur, je le fais, je vais regarder les chiffres, ce qu'il en est, quelques exemples. Cette année, par exemple, nous publions la 5e édition de La Suisse se réchauffe de Martine Rebettet, qui est intervenue tout à l'heure. Donc 20 ans après la première édition, en 2002, ça faisait partie de la première salve du savoir suisse. Et le sujet n'a cessé de gagner en actualité et en urgence au fil des ans, mais les données ont largement évolué. Alors on verra si les ventes de cette nouvelle édition confirmeront l'intérêt public, d'un côté je l'espère, de l'autre côté je le crains, de ce titre qui est continuellement mis à jour et qui reste un titre fort de la collection. Un autre exemple, que dire du fait qu'avec plus de 8000 exemplaires vendus de Mourir, enfin le titre Mourir de Gian Domenico Borasio constitue l'une des meilleures ventes de la collection, sinon la meilleure vente de la collection. N'est-ce pas là aussi le reflet de l'évolution démographique de notre pays, amenant des questions qui se posaient peut-être moins ou peut-être plus silencieusement il y a quelques décennies. Encore un exemple, si certains titres du savoir suisse retracent une histoire, on a parlé des grandes dates, on a parlé des figures également, d'autres, comme l'ouvrage consacré à la fête des vignerons en 2019, sont quasi co-substantiels à leur sujet et offriront aux lecteurs du futur ce témoignage paru dans le présent de l'événement. Alors je pourrais y aller comme ça un moment, j'en ai beaucoup d'histoires à raconter, car chaque ouvrage savoir suisse donne à lire notre société à un moment de son temps. D'ailleurs, formidable matériau pour les sociologues, soit dit en passant, s'il y en a dans la salle qui s'y intéressent. Et c'est peut-être ça d'abord le savoir suisse. C'est une collection qui, en phase avec son temps, ne cessera jamais d'être dans l'air du temps. Cette année, nous publions un livre sur le mariage pour tous et toutes, un autre sur les robots parmi nous. Demain, nous en publierons d'autres sur l'intersexe, sur la médecine personnalisée, alerte spoiler, sur la neurothéologie encore. Tout autant de sujets qu'on n'aurait pas imaginé publier il y a 20 ans. On poursuit cette aventure éditoriale au rythme des questions qui tout simplement émergent dans notre société et par notre société. Et cela toujours dans l'esprit de ce que Bertil Gallon a lancé en 2002 pour répondre à ce qu'il qualifiait, Jean-Philippe Lerèche l'a rappelé,
de manque en bien des domaines, de références mises à jour, bien exprimées et aisément disponibles. Alors, comme personne n'entrait dans l'académie s'il n'était géomètre, nul ne publie au Savoir Suisse s'il n'endosse complètement cette mission fondatrice. Le comité d'édition, les conseillers scientifiques, les experts et les PPUR, bien sûr, y veillent, accompagnant les auteurs et autrices avec rigueur, humanité et bienveillance dans l'élaboration de chaque projet. C'est dans l'esprit de cette mission, excusez-moi, je vais vous montrer quelque chose. Donc c'est l'esprit aussi de cette mission qui nous a décidé, PPUR, à rendre aujourd'hui la collection accessible sous format numérique dans le monde entier. Alors la nouvelle est tout juste brûlante, je l'officialise ce soir devant vous, en vous annonçant la mise en ligne de la quasi-totalité du catalogue Savoir Suisse sur la plateforme internationale perlego.com. Vous y jeterez un œil à l'occasion. C'est encore cette mission fondatrice qui nous a convaincus de lancer, en marge de la collection principale, la collection Poche, dont on a parlé là ce soir, un type de publication hors série. On était en effet convaincus que le message Savoir Suisse pouvait aussi être porté sous d'autres formats et sous d'autres formes que ceux qui ont fait son succès. Alors, voici le premier opus de ces Savoir Suisse hors série, un petit bijou de Pierre Iffray intitulé « Du pâté d'éléphant chez Calvin » ou « Les terribles aventures de Miss Jack, star acclamée et capricieuse ». Dans ce livre, Pierre Iffray, journaliste scientifique, part de ce fait divers d'un éléphant abattu au canon en 1837 à Genève, au canon quand même. Donc on voit ces planches, que le livre est très différent du format habituel de la collection et nous permet, à travers une iconographie abondante notamment, et c'est l'une des particularités, de traverser d'autres sujets qui font aussi partie de ce savoir, en l'occurrence notre rapport exploré par Pierre Iffray au monde exotique, aux animaux exotiques, pour remonter au fondement de la géologie moderne. Donc bref, j'en finis ici. La tour du Savoir Suisse fond dès à présent sur l'altitude du Cervin et tout porte à croire que la collection la dépassera. C'est du moins ce que je lui souhaite, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont façonné et continueront à façonner ces solides briques de connaissances qui nourrissent le débat public et éclairent le plus grand nombre. Joyeux anniversaire au Savoir Suisse et en musique, s'il vous plaît. Merci. Merci, le directeur. Merci beaucoup à toutes les autrices et auteurs. Je retiens peut-être deux choses ce soir. La première, c'est qu'à voir votre précision oratoire quand on vous attribue 3 minutes, je vais en parler aux journalistes, pas seulement du temps en général, pour s'en inspirer pour le respect des lignages, puisque je pense que vous aussi, vous avez été contraint au lignage. Et puis, vu le nombre d'allusions ferroviaires, c'est le deuxième constat, je propose un prochain ouvrage, peut-être avec un titre comme ça un peu académique, c'est « Nœud ferroviaire, mythe ou réalité ». Ça pourrait être une idée. Préface, évidemment, de Qui vous savez. Voilà. Il y a maintenant, mesdames et messieurs, des remerciements qui s'imposent. Et je vais citer un certain nombre de personnes ou de groupes de personnes et vous proposer de vous lever pour qu'on vous voie et de rester debout, ce qui fait que sans doute à la fin vous serez tous debout ou presque, mais l'idée est de communier un petit peu ensemble. Alors peut-être d'abord, premier remerciement, c'est le comité éditorial de Savoir Suisse, actuel et honoraire. Je vous invite à vous lever. Sous l'impulsion de M. Lerège. Bon, et applaudissements, en effet, parce que c'est un engagement fondamental. Merci. Bravo. Restez debout, restez debout. Non, vous ne voulez pas que le concept soit tout le monde debout? C'est comme vous voulez, M. Lerège. Deuxième mention, c'est les équipes de PPUR, les équipes des presses polytechniques universitaires romandes, s'il vous plaît. Stand up. Bravo à vous. Comme ça, on vous voit. Et Dieu sait si vous faites un sacré travail. Et autre travail fondamental, les conseillers scientifiques, je sais qu'il y en a aussi. On se lève, s'il y en a.
Voilà. Et puis, un spécial, celui-là, il sera tout seul à se lever. Antoine Jacou, il est caché là. Je vous ai trouvé très inspirant. Merci beaucoup. Journaliste, écrivain, etc. Et puis, last but not least, j'aimerais inviter tous, j'ai bien dit tous et toutes les autrices, auteurs, passés, présents forcément, mais à venir aussi, ceux qui bossent sur un livre, levez-vous, qu'on vous voit aussi, parce que sans vous, évidemment, tout cela serait un peu vain. Bravo à toutes et à tous, ces 20 ans sont les vôtres. Profitez parce qu'on n'a pas tous les jours 20 ans. Merci beaucoup. Et c'est ainsi, avec ces personnes qui sont là, qui œuvrent au succès de cette collection, que se termine en standing ovation, un peu auto-célébré, mais il n'y a pas de mal à se faire du bien, cette partie de soirée. La suite va se passer dehors, juste dehors ici à la sortie, avec un verre à la main, mais aussi, je crois, quelques bonnes choses locales à la main. Donc il y aura sûrement du chasselas ou d'autres choses. En tout cas, moi, je me réjouis. Je vous convie donc à cet apéro dînatoire juste à la sortie. J'aimerais encore vous dire deux choses. Il y a aussi des livres en vente, parce qu'il ne faut quand même pas oublier pourquoi nous sommes là, des livres en vente, et l'occasion de vous rappeler les derniers jours de l'action spéciale organisée avec Payot. Si vous achetez 3 livres, vous en payez 2. C'est valable jusqu'au 16 octobre, et c'est ce soir ici aussi. Et puis, toute dernière chose, on aimerait organiser ici même, regardez, c'est vrai ce que je vous dis, une photo avec tous les intervenants de la soirée, c'est-à-dire tous ceux qui ont pris la parole ce soir, les auteurs, etc. Je vous invite, avant le verre, parce qu'il faut mériter, à venir ici, entre les bonnes mains de notre photographe, c'est avec vous que ça se passe, pour un cliché. Et puis sinon, je vous dis, souriez, santé, bon appétit, et vive Savoir Suisse. Salut, à bientôt.